Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons pour la 5e et dernière table de dialogue de cette journée, autour du thème « Venir en ville ». Alors, pour ces discussions, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Gibert-Flutre, maîtresse de conférences en géographie à l'Université de Paris, membre du CESMA et porteuse du projet Governing Diverse Cities in Europe and Asia. Philippe Cadenne, professeur de géographie à l'Université de Paris, également au CESMA, et porteur du projet Reshaping Business in an Uncertain World. Et Julien Mallet, chargé de recherche IRD en ethnomusicologie au laboratoire URMIS à l'Université de Paris, et responsable de l'axe 2 circulation du GRIP. Bienvenue à vous. Et donc nous commencerons par une brève présentation de vos travaux et leur articulation à la thématique Venir en ville, avant d'amorcer un échange autour de 3 ou 4 questions, puis nous ouvrirons aux questions de la salle. Bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au GRIP et aux organisateurs de cette journée pour nous donner l'opportunité de présenter nos projets de recherche. Donc, avant de rentrer en dialogue, je voulais simplement donner un bref coup de projecteur sur le projet que j'ai le plaisir de porter, qui s'appelle donc Diverse Cities, ou Governing Urban Diversity in Europe and Asia, qui réunit une équipe pluridisciplinaire. Et l'idée, c'était d'aborder la question de la diversité urbaine au croisement entre 2 grands champs d'études, les études urbaines et les études migratoires. Donc je ne suis là qu'en tant que porte-parole d'un groupe beaucoup plus important. Donc le projet réunit également Gilles Guilleux, Dominique Vidal, Catherine Lejeune, Delphine Pagès-El-Karoui, Camille Schmoll et un ensemble de jeunes chercheurs, étudiants notamment, que ce soit en master ou en thèse. Donc ce projet également s'articule en fait avec un autre projet financé par un appel à projet IDEX qui réunit l'Université de Paris et l'Université nationale de Singapour, ce qui nous permet de produire un MOOC, donc un cours en ligne sur cette question de la diversité urbaine à l'échelle globale, ainsi qu'un ensemble de textes de référence. Donc l'idée, c'est de produire aussi des documents pédagogiques pour porter cette thématique dans le champ de la formation. Ce projet prévoit également l'organisation de 2 temps forts, 2 conférences internationales, dont l'une aura lieu ce printemps à Singapour et l'autre à Paris à l'automne prochain. Donc le GRIP a été très précieux dans le cadre de ce projet parce qu'il nous permet, en complément de ce premier projet, de produire des données de terrain inédites au croisement entre des terrains des Nord et des Sud. Nous avons des études de cas qui concernent les villes de Paris, au Portugal, également en Italie, à Singapour et au Vietnam. Et ce projet nous permet également d'intégrer des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en Master 2 ou doctorants. Il nous permet également de produire, de tester, on va dire, des méthodologies et des modes de diffusion de la recherche un petit peu différents de ce qu'on peut avoir habituellement, notamment des capsules vidéo. Je profite du temps de parole qui m'est donné pour jeter peut-être voilà, le coup de projecteur sur 3 thématiques en lien avec le thème de la table ronde de cet après-midi, venir en ville. Donc le projet est vraiment divers. On a des études de cas très, très riches pour lesquelles on pourrait prendre le temps pour décrire chacune des thématiques. Mais je vais mettre un petit coup de projecteur sur quelques projets. L'étude, donc, venir en ville, avec cette question de la diversité urbaine, est souvent basée sur l'échelle du quartier. C'est un travail également, on pourrait reprendre l'expression de par le bas, en tout cas par les envers de la métropolisation, les envers métropolitains, avec l'étude des quartiers migratoires et aujourd'hui leur mise en scène à l'échelle globale. Alors il y a évidemment des quartiers migratoires dans des villes. Je ne veux surtout pas essentialiser ces 2 catégories. Je pointerai simplement un projet qui est en cours sur l'exploration d'un tout nouveau quartier logistique à Tremblay en France, autour de la communauté chinoise de la région Île-de-France, qui s'appelle Silk Road Paris et qui est tout à fait intéressant parce qu'il s'inscrit en continuité, mais aussi en rupture avec les autres quartiers dans lesquels la communauté chinoise, pour ses activités de commerce, est connue, à savoir d'abord un quartier migratoire dans le centre de Paris, autour du quartier du Sentier, qui est un quartier qui s'est fait de manière processuelle par le bas, puis qui a été complété par un quartier
plus logistique, avec des espaces de travail plus grands à Aubervilliers, mais qui a également été porté par les acteurs locaux, même si dans un second temps, il a donné lieu à des coopérations avec la mairie d'Aubervilliers et tout un ensemble d'acteurs, on va dire, plus institutionnels. Et le quartier qu'on met à l'étude est tout nouveau. Il est situé donc dans le pourtour de l'aéroport Charles de Gaulle, Silk Road Paris, et c'est une étude de cas intéressante puisque la production même de ce quartier logistique lié à la présence chinoise en Île-de-France est radicalement différente. On a là un partenariat public-privé, quelque chose de très institutionnalisé. Et on est en train de mener un travail ethnographique autour des acteurs de la production de ce quartier, les commerçants chinois, mais également les acteurs institutionnels autour de ce projet. Donc, pour cette étude de cas, je voudrais citer les travaux en cours de Wu Chi-li, qui est un étudiant à l'UFR de sciences sociales de l'Université de Paris, avec qui on conduit ce travail, qui nous invite à étudier d'un point de vue théorique comment la ville entrepreneuriale, telle qu'elle a été conceptualisée par David Harvey, rencontre aujourd'hui un peu le quartier de migrants, le quartier de migrants qui devient un atout métropolitain mis en avant à la fois pour les réseaux de commerce qu'il permet d'offrir à la métropole, mais aussi en termes de vitrine, avec, on pourrait revenir sur le nom également donné à ce nouveau quartier, Silk Road Paris, qui reprend une référence aux nouvelles routes de la soie, programme porté par le gouvernement chinois. La deuxième étude de cas qui est développée dans ce projet me permet de pointer une autre thématique importante dans notre réflexion, qui est la question du numérique, quand on aborde à la fois les questions migratoires et les questions urbaines, avec le rôle émergent et même en pleine explosion dans les métropoles asiatiques de l'économie de plateforme. Pour quelle intégration urbaine? Avec une étude de cas portée cette fois sur des migrations internes au Vietnam, des migrations rurales urbaines, avec ces chauffeurs en fait qui sont souvent des hommes, j'allais dire jeunes sur la photo, mais il y a aussi des gens plus âgés, qui arrivent en ville et pour qui l'économie de plateforme, le fait d'être chauffeur pour une de ces plateformes, notamment Grab au Vietnam, qui a même mangé Uber, donc c'est vraiment la plateforme dominante, qui est une plateforme singapourienne, permet à la fois une forme d'intégration en ville, mais en même temps une forme incomplète, inégale. Et ce qui nous intéresse dans l'étude de ce phénomène social, c'est dans quelle mesure ces travailleurs du numérique arrivent à se structurer, à s'organiser pour revendiquer un droit à la ville plus formel. Il y a notamment eu plusieurs épisodes de grève, ce qui est tout à fait inédit et intéressant dans le contexte politique vietnamien, où les grèves sont généralement passées sous silence, voire proscrites, ou très cantonnées, on va dire, au pourtour des usines. Donc c'est un élément, au-delà de l'étude de cas, qu'il a développé donc, avec l'aide de Guillaume Chan He, qui est étudiant en Master 2 en études vietnamiennes, de pointer cette question des transformations liées au numérique dans la gestion de cette question. Et puis, j'ajouterais un dernier thème qui est développé dans notre projet, la question de l'approche relationnelle, arriver en ville, venir en ville, que symbolise la ville lorsqu'on est migrant, entre deux regards, entre villes hostiles et villes refuges, pour pointer cette dernière échelle de réflexion qui part plutôt du prisme des politiques publiques. Comment la diversité urbaine est-elle accueillie par les gouvernements des villes? Donc, perspective plus précisément développée dans notre projet par Camille Schmoll et Catherine Lejeune. Voilà donc les pistes de réflexion, et je serais heureuse de répondre ensuite aux questions et de faire des passerelles avec les projets de mes collègues. Bien, donc je vais poursuivre en présentant ce projet Reshaping Business in an Uncertain World. Donc c'est un projet qui est également totalement collectif, et je ne fais ici que représenter environ 25 collègues, non seulement de l'Université de Paris, mais d'autres institutions, en particulier des institutions étrangères. Alors c'est un projet qui a démarré il y a 4 ans et qui aujourd'hui est hébergé par le GRIP, et je pense avec beaucoup de chance qu'on ait un Global Institute qui est exactement sur des thématiques qui intéressent quand même à l'Université de Paris pas mal de centres de recherche. Alors, l'hypothèse au départ, c'est celle de une réorganisation des entreprises qui est en train de se produire, ainsi que les réseaux, évidemment, dans lesquels ces entreprises sont intégrées, cela à l'échelle globale, et évidemment, ces réseaux étant des réseaux internationaux. Alors, autour de cette hypothèse de base qui réfléchissait quand même sur la crise,
sur les crises. L'équipe est une équipe au départ qui était vraiment, vraiment dans le contexte de la fusion, avec l'idée que nous avions intérêt à travailler ensemble entre donc le CEDAG, qui est le Centre de recherche droit et gestion d'Aix-Paris 5, le CESMA, le centre auquel j'appartiens, notre centre de développement, à P7, et puis le LADIS, qui est un centre qui travaille en sociologie et sciences sociales, beaucoup sur l'environnement, avec beaucoup d'économistes qui sont des économistes de la régulation en particulier, ce qui, lorsqu'on travaille sur les crises, est assez précieux. Voilà, donc, alors bon, pour citer les collègues, on peut citer Pepita Oudamed, Petia Koleva, je peux citer aussi Thomas Lamarche, Pascal Froment. Bon, voilà les collègues, quelques-uns des collègues qui sont de l'Université de Paris et dans les laboratoires de l'Université de Paris. Nous avons aussi maintenant quelques personnes, en particulier Émilie Lavie de Prodic, parce que les questions d'environnement sont devenues importantes, et puis les questions de management étant intéressantes, on a une collègue du CEPED, justement, Laurine Alexandre, qui nous a rejoint il y a à peu près 1 an. Voilà, alors au-delà de ces collègues de l'Université de Paris, nous avons des collègues européens en Allemagne, Bulgarie, on a le centre de communication, études de communication de l'Université de Rotterdam qui vient de nous rejoindre avec deux collègues, et puis on a fait créer un lien avec des collègues marocains, avec l'Université d'Agadir, Tunisie, Université de Sfax, Inde Tata Institute et l'Université Putra Malaysia en Malaisie. Donc ça a permis de construire en 4 ans, on a eu le temps de construire des conventions, et donc on est vraiment en ordre de marche depuis à peu près 1 an, et on a évidemment été paralysé par notre propre sujet d'étude. C'était les crises, puisqu'on a ajouté aux crises que l'on pouvait imaginer la crise du Covid. Voilà. Donc au niveau des terrains, donc ce sont à peu près les terrains de l'université, des collègues que je viens de citer, sud marocain, sud tunisien, l'Inde du Nord-Ouest, la Malaisie péninsulaire et Java en Indonésie, et puis l'Italie du Sud. Et évidemment la France du Nord, puisque même si beaucoup d'entre nous sont des spécialistes des Suds, comme on dit aujourd'hui, l'idée quand même c'était de travailler sur la France. Alors je le redirai peut-être à la fin, mais une des vraies questions et des vraies difficultés de ce type de travail qui essaye de comprendre l'organisation des réseaux sociaux et les réseaux productifs, c'est justement de pouvoir franchir le cap du pays dans lequel on travaille et pouvoir comprendre ce qui peut se passer dans l'autre partie du réseau qu'on n'a généralement pas sous les yeux. Voilà, donc on a évidemment un intérêt fort pour l'analyse des facteurs de changement. On a commencé à penser à la crise financière. Cette idée évidemment était venue à partir des analyses que l'on avait fait dans d'autres projets sur la crise financière, en particulier pour la question de l'immobilier. Et évidemment, à cela, il y a une crise sociale que l'on connaît tous. On peut parler de crise environnementale aujourd'hui qui devient prégnante, avec par ailleurs évidemment l'arrivée de l'économie verte qui nous intéresse très directement. Une crise technologique, alors on peut parler de mutation, mais c'est quand même une crise puisque ça reformule des systèmes de production avec numérisation et puis l'automatisation dont on commence à parler beaucoup aujourd'hui. Et puis évidemment depuis maintenant 3 ans, l'idée d'une crise géostratégique qui a comme particularité peut-être de déstabiliser des réseaux internationaux, mais aussi de consolider d'autres types de réseaux, des réseaux peut-être plus régionaux. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut. Et puis alors, bon, on a vécu une crise sanitaire qui est arrivée et qui a accéléré fortement, à mon sens, les processus qu'on étudie. Alors, donc, une fois qu'on a... Alors, donc, c'est un travail sur les crises également, mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse des changements au sein des entreprises et des réseaux entrepreneuriaux. Et là, on a 3 thèmes, parce que nous sommes quand même très divers.
Et au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que cette diversité devait être respectée, était une commodité en fait de la respecter. Parce que ça permettait à chacun de poursuivre véritablement ce qu'il faisait tout en créant un dialogue. Et donc, en fait, ces 3 thèmes, c'est celui des réseaux des entreprises globales, qui peuvent être grandes, ou qui peuvent être moyennes et petites. Grandes, par exemple, comme les grosses entreprises qui font de l'huile de palme en Malaisie, mais qui peuvent être moyennes ou petites, comme des entreprises fabriquant des chaussures ou des objets de cuir à Jaipur. Ensuite, celui de l'économie sociale et solidaire. Et là, je rentre dans un des thèmes forts, c'est la responsabilité sociale des entreprises et toutes les normes, en fait, qui accompagne aujourd'hui la mise en place des réseaux. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement précieux d'avoir le CEDAG et d'avoir des juristes dans notre équipe. Parce que la question des normes est véritablement un point essentiel. Et puis celui du mouvement coopératif, et d'autres formes d'ailleurs que le mouvement coopératif, parce que effectivement, les nouvelles formes liées aux mutations de la globalisation, ce sont aussi des formes alternatives. Et évidemment, elles ne sont pas oubliées, puisqu'elles sont, à mon avis, assez complémentaires, d'autant plus qu'il n'y a pas de dichotomie. Et comme on l'a déjà dit, dans la journée, on peut voir des passages très forts d'un point à l'autre. Voilà, donc pour finir, je donnerai quelques exemples de ce qu'on a pu commencer à travailler, mais on est nombreux, donc il y a beaucoup de choses. Eh bien, récemment, avant-hier, on a fait une journée sur l'Inde. Dans ce cadre-là, on a réussi à inviter 2 collègues indiens qui sont venus de Bombay. Et donc, par exemple, avec moi, je travaille sur l'Inde très, très beaucoup, et donc avec Tabul Chabal du Tata Institute, on a travaillé sur le travail des pierres précieuses et le passage à l'industrie des artisans de Jaipur, avec la réorganisation des réseaux marchands. Donc c'est intéressant parce que si on analyse la crise, on se rend compte que à Jaipur, le travail de pierre et des pierres précieuses étant un travail extrêmement difficile et très spécialisé et très incertain dans son résultat, puisque quand on a une pierre, on ne sait jamais quelle est la valeur est là, avant qu'elle est brute, eh bien, finalement, ça crée une solidarité entre les marchands et les artisans, ou désormais certains industriels lorsqu'on passe à l'industrie. Et de ce fait, finalement, la crise passe assez bien. Dans ce contexte-là, on réussit à échapper un peu à la crise grâce à cette solidarité sociale très forte. Par contre, on voit comment, dans le travail sur l'huile d'olive qu'on a pu conduire au sud du Tunisie, dans la région de Sfax, là, la crise va un peu paralyser le fonctionnement des réseaux à un moment où les Sfaxiens sont à même d'essayer de se libérer un peu des réseaux européens et explorer non seulement les réseaux américains qu'ils se connaissaient déjà avant, mais surtout désormais l'Asie, parce que quand on regarde le site du ministère de l'Agriculture tunisien, évidemment il y a une partie du site consacrée à l'huile d'olive, et on voit l'image d'une jeune femme occidentale assise en tailleur, en train de méditer devant une bouteille d'olive. Donc on voit bien comment ils ont réussi à tout mélanger, mais de fait à bien montrer quels étaient leurs objectifs. Donc ce sont ces choses-là que l'on étudie. Voilà, et puis nous aussi, on a par exemple eu avant-hier sur l'Inde et sur la Malaisie une analyse de Jean Maroda, qui est un ingénieur forestier, mais qui est un économiste en fait, qui s'intéresse au métier du bois, sur les modifications du fait de grappes, puisque de fait il y a une sorte de grappisation de l'économie asiatique qui est vraiment importante et qui conduit finalement à modifier beaucoup de réseaux économiques grâce à ce qui s'est étendu à partir d'un réseau qui visait simplement à offrir des alternatives au taxi. Désormais, c'est un peu tout qui est en jeu avec la numérisation. Voilà, donc, vous voyez, ce sont des choses assez variées. On pourrait évidemment donner d'autres exemples.
Et voilà, donc ce projet qui a commencé a déjà quelques publications, et un certain nombre de publications bien sûr, et nous pensons qu'avec le GRIP évidemment ça permettra d'aller beaucoup plus loin. Voilà.